Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La mort d'Elias, poignardé pour un téléphone portable par deux adolescents déjà connus de la justice, soulève à nouveau la question de la justice des mineurs et de la violence chez les jeunes. On en parle dans quelques minutes avec nos invités. De plus en plus friande de seconde main, mais aussi de fast fashion, comment la génération Z réinvente et s'empare de la mode? Ce sera le sujet de nos discussions en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Charles et Adélaïde. Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec un nouveau drame dans un établissement scolaire à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Un lycéen a été poignardé. Son pronostic vital était encore engagé hier soir. Les faits se sont déroulés hier après-midi dans l'établissement scolaire Saint-Gabriel qui accueille des élèves de la maternelle au BTS. C'est justement un étudiant en BTS âgé de 20 ans qui a porté les coups de couteau, blessant grièvement le lycéen de 17 ans à l'abdomen. L'auteur de l'agression a pris la fuite avant d'être interpellé avec un autre individu qui est suspecté, lui, de l'avoir aidé à fuir. Les raisons de cette agression restent inconnues pour le moment. Le parquet de Nanterre indique qu'aucun détail qui puisse entraver les investigations et les auditions en cours ne peut être communiqué. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre à l'arme blanche. Autre drame dans l'actualité, et cette fois-ci c'est en Suède. Toujours beaucoup d'interrogations suite à cette fusillade meurtrière hier dans un centre d'enseignement pour adultes, préparant l'équivalent du bac. La pire tuerie de masse de l'histoire du pays, a déclaré hier le Premier ministre suédois Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse. Mes pensées vont à tous ceux dont la journée scolaire normale a été remplacée par l'horreur. L'auteur de cette attaque qui s'est déroulée à Örebro dans le centre du pays a tué une dizaine de personnes et blessé 6 autres avant de se donner la mort. Le suspect n'était pas connu des services de police. Alors qui était-il et quels étaient ses motifs ? À l'heure actuelle, on sait seulement que c'est un homme âgé de 35 ans. La police exclut par ailleurs tout motif idéologique. Un drame qui laisse tout le pays dans un état de choc. Une mère de 2 enfants sains et saufs mais confinée dans une école voisine a exprimé son inquiétude aux journalistes de l'AFP. « Je suis en colère, je suis choquée », a-t-elle déclaré. Cela ne devrait pas se passer ainsi. Les écoles devraient être sûres tant pour les adultes que pour les enfants et les jeunes. Une enquête est en cours. En attendant, les drapeaux ont été mis en berne partout dans le pays aujourd'hui. La précarité étudiante, toujours aussi alarmante en France. L'association Linky, qui distribue des colis alimentaires aux étudiants dans les grandes villes, a dévoilé hier son bilan annuel. Alors qu'est-ce que c'est que d'avoir 20 ans en 2025 ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2 chiffres en l'occurrence. 100 €, c'est ce qui reste en moyenne à plus de 75% des étudiants chaque mois après les charges pour se nourrir. Et puis 3 étudiants sur 4 qui sautent régulièrement des repas. Si la précarité étudiante existe depuis de nombreuses années, déjà 90% des étudiants déclarent être dans cette situation depuis 4 ans. Elle s'est renforcée, cette précarité, ces derniers temps, avec l'inflation notamment, et les étudiants ont du mal à se nourrir. Conséquence, les jeunes qui sollicitent l'aide de l'association Linky sont de plus en plus nombreux. La distribution de colis alimentaires est passée de 100 000 en 2022 à 250 000 en 2024. Et puis certains vont même jusqu'à voler dans les magasins. Le témoignage de Romain, 22 ans, étudiant boursier en master de droit. Il était au micro d'Erwan Chassin sur France Inter. Il suffit d'aller aux caisses automatiques, de biper les articles les moins chers, de prendre les plus chers. Ça me fait pas plaisir, J'aurais préféré ne pas voler, acheter mes produits et pas me prendre la tête. Je vis de sourire. Mais ouais, le frigo est vide. C'est ni un exploit ni une honte, donc on n'en parle pas trop. Quand on en parle, c'est vite fait pour des anecdotes. En vrai, c'est souvent quand on se fait prendre. Alors, y a-t-il des étudiants plus touchés que d'autres ? La réponse de Louise Gaillet, membre de l'équipe permanente de l'association Linky. Elle était sur Move hier matin. L'étude permet de comprendre qu'il y a certaines caractéristiques qui favorisent la précarité étudiante. Notamment, on constate que les femmes sont surreprésentées parmi les étudiants qui recourent à l'aide alimentaire, les non-boursiers également. Mais par contre, effectivement, la précarité étudiante touche toutes les grandes villes universitaires, tous les types d'établissements et toutes les filières.
L'enquête de l'association dont fait partie Louise Gaillet met aussi en avant les problèmes de santé mentale des jeunes et aussi celui de mal logement avec cet autre chiffre. Un étudiant sur 10 confie avoir dû dormir dehors ou dans un véhicule au cours des 12 derniers mois. Au total, ce sont 20 000 étudiants qui ont été interrogés pour réaliser cette étude en partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Et parmi les victimes, Shirley, du mal logement en France, il n'y a malheureusement pas que les étudiants, il y a aussi les bébés. Comme l'indique le 30e rapport annuel de la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, rapport publié hier sur l'état du mal logement dans l'Hexagone. 350 000 personnes sont sans domicile fixe dans notre pays, c'est un chiffre record. Et parmi eux, 2 000 à 3 000 enfants vivraient dans la rue, dont des bébés contraints de vivre dans des poussettes en grande partie. Une immobilité qui fait apparaître chez eux des troubles du développement de leur capacité motrice, capacité sociale aussi, c'est plus généralement leur croissance physique et mentale qui est en jeu. On les appelle les bébés poussettes et pour leur venir en aide, peu de solutions, si ce n'est déjà cette garderie mise en place par le Centre d'action sociale protestant à Paris avec la présence de puéricultrices. Une initiative efficace pour pallier le manque de place dans les crèches, mais qui reste fragile car dépendante de financements incertains. D'autres solutions pourraient être apportées à l'avenir par le Haut Commissariat à l'enfance. Et pour terminer ce journal, un exploit sportif, celui réalisé par une étudiante britannique de 21 ans. Oui, Zara Lackland, c'est son nom. Elle est désormais la plus jeune femme à avoir réussi à traverser l'Atlantique en solitaire à la rame et sans assistance. Elle était partie de Lagos au Portugal le 26 octobre dernier et elle a posé le pied en Guyane le 1er février. Au total, elle aura parcouru 5793 km en 97 jours. Une traversée de l'Atlantique qui s'est faite au prix d'efforts considérables. Il faut avoir un sacré mental et une sacrée forme physique pour ramer 15 heures par jour avec une interruption de 20 minutes seulement. 15 heures par jour par cycle de 5 heures avec 20 minutes de pause donc pour nettoyer son bateau ou, comme elle l'explique, pour déployer son ancre de parachute en cas de vent contraire pour prendre une pause un peu plus longue. Et si je vous parle de sa préparation, 39 heures de cardio par semaine avec un programme alimentaire strict établi par une diététicienne. Ses parents se sont déplacés en Guyane pour l'accueillir à son arrivée donc samedi. Ils étaient super émus, très fiers, on l'imagine. Et nous aussi, on est très fiers de cette jeune femme de 21 ans épatante. C'est le moins qu'on puisse dire, Virginie. Ah oui, je suis vraiment pleine d'admiration. Merci beaucoup, Shirley. Comment prendre en charge et suivre les mineurs dits violents? Avons-nous perdu la bataille face à la délinquance des plus jeunes alors que les ministres de l'Intérieur et de la Justice statuent sur de nouvelles propositions de loi à visée plus répressive, et c'est le terme? Quels sont les recours légaux et quels constats face à la violence des mineurs? On en parle dans la première partie de notre émission. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Arnaud de Saint-Rémy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous. Vous êtes avocat spécialisé en droit des mineurs, également responsable du groupe de travail en droit des enfants au Conseil national des barreaux. Merci d'être là. Également, docteur Maurice Berger. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par Skype, docteur. Vous êtes pédopsychiatre, auteur de ce livre « Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale », édition de l'Artilleur. Également, vous êtes professeur associé de psychologie de l'enfant à l'Université de Lyon 2, chef de service en pédopsychiatrie au CHU de Saint-Étienne. On va parler des mineurs violents, on va parler des conséquences de tout ce qui se passe à la fois dans la société, au niveau de l'État, au niveau politique, bien entendu, en justice, au niveau des victimes, des agresseurs, tout ce qui se passe, parce que c'est extrêmement vaste ce sujet et tout le monde est un peu, cette expression est terrible, mais un peu quoi par rapport à la situation? On est là justement pour en débriefer. Bruno Retailleau a relancé le débat sur la justice des mineurs, notamment sur la question de la récidive, de la comparution immédiate face à la montée de la violence chez les jeunes. Est-ce qu'on est vraiment passé, docteur Maurice Berger, on est vraiment dépassé, je dirais même, par la violence de ces jeunes aujourd'hui? Dans un entretien au Figaro, vous avez même dit, face à celle-ci, la partie est presque perdue. Effectivement, on est devant un processus qui est vraiment ancien. J'ai lu des articles qui datent de longtemps. Par exemple, dans la Marne,
entre 1996 et 2003, on a eu une augmentation de 67% des viols de mineurs sur des mineurs. Donc on constate qu'on n'a pas pris ce problème en face. Et on a des chiffres de tentatives d'homicide, ce sont les chiffres les plus probants, qui continuent d'augmenter. Face à cela, on n'a pas mis en place ni un dispositif de protection de l'enfance qui pouvait prévenir une partie de ces troubles, ni mener une réflexion judiciaire suffisante. Donc je crois que là, on est en zone très limite. Voilà. Une réponse à cela, évidemment, Maître Saint-Rémy, la question de la justice qui a été mise en place, qui n'est pas suffisante, selon Dr Maurice Berger. C'est un phénomène d'abord qui n'est pas nouveau, puisque je rappelle que nous fêtons le 80e anniversaire de l'ordonnance du 2 février 1945. Ça veut dire aussi que la délinquance, la criminalité juvénile, c'est un phénomène qui a existé au début du 19e siècle. On appelait les jeunes délinquants et criminels des Apaches, qui étaient extrêmement nombreux et qui étaient extrêmement violents. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ont été mis en place un certain nombre de solutions qui étaient absolument inadaptées, comme les bagnes d'enfants qui ont été finalement supprimés entre les deux guerres. Et en 1945, on était face aussi à une criminalité importante. La difficulté, et le docteur Maurice Berger a raison de dire qu'on est bien en termes de protection de l'enfance, c'est qu'on ne juge pas des enfants comme on juge des adultes. On ne jugera jamais un enfant comme on juge un adulte parce que c'est un être en construction, c'est un être en devenir et c'est un être qui a surtout besoin de comprendre le monde dans lequel il vit et d'être éduqué. Et si on se dit que la meilleure réponse à un phénomène de délinquance qui est en augmentation, mais quand on y regarde un peu de plus près, on s'aperçoit que ça ne représente que 2,8% de la jeunesse en France. C'est 2,8%. Donc c'est déjà trop au regard de ce que l'on voit effectivement tous les jours. Hein. Actuellement, la question c'est est-ce que le dispositif législatif est suffisant? Oui, parce qu'on a eu un code de justice pénale des mineurs qui n'a que 3 années d'existence et qui permet de répondre à toutes les situations, notamment de juger dans des délais records. Alors, toutes les situations, attention quand même, parce que ce code pénal-là, il interdit quand même les peines de prison de moins d'1 mois et ça... C'est aussi une question aujourd'hui, une des raisons qui expliquerait, selon certains, le sentiment d'impunité. J'aimerais une réaction à ça, docteur Maurice Berger. Je pense différemment de ce qui vient d'être dit. Autant l'ordonnance de 1945 a été un très grand progrès par rapport au centre de redressement, puisque c'était le terme qu'on utilisait, autant cette ordonnance est inadaptée par rapport aux formes de violence actuelles. Et actuellement, en 1945, on avait une adolescence compliquée. Et pour ma part, puisque cela fait plus de 40 ans que je me suis spécialisé dans la prise en charge des mineurs violents, je peux dire qu'elle a changé de nature, qu'elle va beaucoup plus vite vers des violences extrêmes, c'est-à-dire la volonté d'éliminer l'autre quand c'est un gêneur. Par ailleurs, actuellement, on a des violences qui débutent très très précocement. C'est-à-dire, on le voit dès la crèche, dès la maternelle, et c'est véritablement un processus sur toute sur tout le développement. Moi, je pense aussi que c'est une erreur de parler d'enfants. Les enfants, c'est jusqu'à 9 ans, après des préadolescents. Et là, on a, je trouve que quand on parle d'enfants, on ne se rend pas compte de l'extrême violence qui a lieu. Alors, quant au code pénal des mineurs, je trouve clairement que c'est une authentique catastrophe idéologique. Il est impossible de mettre une butée aux mineurs qui en auraient besoin. Et le nombre de mineurs adolescents que j'ai reçus en centre éducatif renforcé, qui jouaient au jeu de loi, c'est-à-dire qui me disaient, eh bien, maintenant, je peux encore aller en centre éducatif fermé, sursis avec mis à l'épreuve, etc. Et il fallait qu'ils aient une butée, c'est-à-dire une courte peine. On a de multiples études qui montrent l'efficacité des courtes peines mises en place rapidement. Il fallait qu'ils aient une courte peine comme butée à leurs actes pour commencer à réfléchir. C'est vrai que souvent, c'est l'absence de place en prison qui a été l'argument donné. Est-ce que déjà, c'est encore un argument qui est entendable? Et
Est-ce que vous pouvez répondre à Dr Berger sur cette notion, effectivement, de la courte peine? La courte peine, elle va être exécutée quand, comment et dans quel endroit. On le voit, et ça a été dit juste à l'instant, que dans les centres éducatifs fermés, il y a ni assez de personnel, ni un programme éducatif de redressement d'une rééducation morale et éducative. Il n'y a pas assez. C'était l'idée aussi, une fois encore, de l'ordonnance de 45, qui est une idée humaniste. Et je pense qu'on ne peut pas se détourner de cette idée humaniste-là en disant il faut passer maintenant au tout répressif. De la même manière qu'on viendrait dire on doit supprimer le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs de 16 à 18 ans. Le paradigme serait changé, puisque aujourd'hui, on peut parfaitement, lorsque nous sommes face à une situation qui est d'une extrême gravité, d'une exceptionnelle gravité, prononcer des peines pour des mineurs de 16 à 18 ans qui peuvent être des peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Ça, personne ne l'a en tête. Et lorsque vous avez des situations d'une extrême gravité, et ça a été le cas récemment sur ceux qui ont commis des assassinats ou des meurtres, ils sont placés en détention immédiatement parce qu'il y a un juge des libertés de la détention qui prend cette décision en conscience. Après, il y a la moyenne délinquance qui est importante, qui est récurrente, qui est peut-être amène un mineur dans un état de récidive, mais je me rappelle de ce que disaient deux sénateurs en 2002, qui disaient la justice des mineurs n'est pas laxiste, elle est erratique. Ça veut dire qu'elle a une difficulté liée à une tendance naturelle peut-être chez le mineur de replonger dans la délinquance face à un problème qui est, malgré les tentatives de la justice de pouvoir répondre à des solutions, des réponses qui ne sont pas adaptées, pas immédiate, pas progressive et pas mise en œuvre. La difficulté, c'est que quand on prononce une mesure éducative judiciaire, il se passe un temps assez important pour que la PJJ puisse mettre en œuvre les choses. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs, parce qu'il n'y a pas assez de centres éducatifs fermés. Vous-même, excusez-moi de vous couper, mais je vais faire réagir d'ailleurs Dr Berger à ce sujet, mais vous le dites vous-même, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs, pas assez de centres, etc. Donc, en fait, c'est un choix de société que l'on fait. C'est un choix de société. Un choix de société que l'on fait, ça veut dire au profit, finalement, quelque part, entre guillemets, des criminels, ou en tout cas des mineurs violents, on va délaisser les victimes potentielles. Et j'aimerais une réaction par rapport à ça, Dr Berger, pardon. Je pense qu'il faut distinguer deux sortes de délinquance et qu'on risque de mettre dans le même panier des mineurs qui commettent des incivilités. Les incivilités, c'est les vols, les destructions de biens, l'absentéisme scolaire. Et là, je pense qu'une réponse éducative a un pouvoir d'améliorer la situation. Le deuxième point, c'est qu'on a d'autres formes de violence qui sont des atteintes à l'intégrité physique. Et là, on bascule dans un autre monde. Ce sont des mineurs qui me disent ce qui est arrivé à la victime, j'en ai rien à foutre. De toute manière, je fais ce que je veux. C'est-à-dire des mineurs qui n'ont souvent aucune loi dans la tête. Alors que les délinquants d'incivilité savent qu'ils transgressent la loi et on peut travailler avec eux dans ce registre. J'ajouterais que la sanction fait partie de l'éducation. Donc la sanction, ça n'est pas opposer l'éducatif et le répressif. On a tous pu sanctionner nos enfants sans être dans la répression. Et je reviens sur un ensemble d'études que nous avons qui montrent que dans le cas d'atteinte à l'intégrité physique, ce qui est mon domaine, ma spécialité, des mineurs extrêmement violents ont besoin d'un coup d'arrêt très rapide sous la forme, alors après, sous quelle forme d'incarcération? En tout cas, ce sont les institutions, les prisons, les maisons d'arrêt pour majeurs qui sont saturées, mais pas les lieux de détention de mineurs. Alors après, travailler, améliorer ce qui s'y passe, oui, mais on a toutes les études scientifiques qui valident l'intérêt des courtes peines pour les atteintes à l'intégrité physique. Une réaction, Arnaud de Saint-Rémy. Oui, alors c'est la théorie du choc carcéral, c'est-à-dire passer par la prison, vous allez voir ce que vous avez enduré. Parce que c'est pas le pire. Non, mais c'est horrible comme réponse, je pense, parce que ça veut aussi un peu plus exercer la coercition sur ces jeunes, qu'il y ait une réponse rapide. Ça, je l'entends très volontiers. Ce qui est déjà le cas ou pas le cas? Ce qui peut être le cas, mais une fois, c'est une question de moyens.
Les juges des enfants sont engorgés, les parquets des mineurs sont engorgés, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez d'éducateurs. Et si vous avez des situations qui s'enlisent, effectivement, vous avez ce sentiment d'impunité. Et je ne suis pas certain, franchement pas certain, que de faire vivre ce choc carcéral pendant, ce que disait le ministre à un moment donné, 15 jours, 3 semaines, ce sera un bon exemple. Ce sera véritablement... Moi, je le compare quelque part à ce que l'on a, à un moment donné, imaginé comme une violence éducative ordinaire. C'est une violence institutionnelle ordinaire. Ça sera de dire, voilà, tu vas aller en prison sans passer par la case départ et sans penser à un projet éducatif. Aujourd'hui, les projets éducatifs, ils ont du mal à se mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas assez de moyens mis en œuvre pour cela. Et qu'est-ce que l'on cherche? La réinsertion ou la répression. C'est tout l'enjeu. Et est-ce qu'on a véritablement... Qu'est-ce qu'on veut pour notre société, pour nos enfants, en fait. Est-ce qu'on a peur de ces jeunes? Aujourd'hui, j'ai l'impression que notre société a peur de ces jeunes. Et une fois encore, ce que le docteur Berger disait à l'instant, on parle d'une très grande minorité de situations. Oui, certes, mais enfin, on l'a encore vu, et malheureusement, il n'y a pas si longtemps, avec ce jeune qui s'est fait tuer pour un téléphone portable. Je veux dire, là, est-ce que vraiment on peut reparler de l'importance de la sanction? Est-ce que c'est grave de sanctionner? Est-ce qu'on peut sanctionner? Est-ce qu'il faut automatiquement sanctionner? Est-ce qu'on ne croit plus du tout à cette logique de la sanction? Les sanctions, elles sont soit éducatives, soit pénales. C'est-à-dire, soit... S'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus de moyens. Non, mais quel est le sens de la peine? Est-ce que c'est l'incarcération? Je te mets hors du jeu de la société. Voilà. Je t'enferme, je te mets au coin, je te mets dans la cave, je te mets d'une certaine manière hors jeu, ou est-ce que je vais donner la perspective d'un reclassement, d'un redressement? Moi, j'ai plutôt une tendance à me dire que vous pourrez réinsérer un jeune dans la société si vous lui donnez une perspective. Aujourd'hui, les jeunes sont en perte ou en quête de repères. Si vous ne lui donnez pas cette perte de repère, vous aurez beau être le plus répressif qui soit, ça ne marchera pas. On sait qu'il y aura un risque de récidive, et de récidive qui sera de plus en plus important, car c'est aussi dans le milieu carcéral que l'on a ce phénomène de bande, ce phénomène de seniors, ce phénomène de caïda. Et quand on est un peu le caïd, eh ben on en sort avec des galons. Moi, j'ai fait la prison. Je ne suis pas certain que ce soit le bon processus. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire l'économie de l'éducatif. Et je pense que le législateur devrait, avec beaucoup de discernement, songer à ce que Cocteau disait, jusqu'où aller trop loin. Docteur Berger, dans votre livre, dont je rappelle le titre « Mineurs violents, état inconsistant », vous parlez aussi effectivement de ces profils que vous avez évoqués, de ces jeunes. Vous parlez d'une violence extrême, où effectivement, en médias, on a souvent tendance à dire ultra-violence, mais vous parlez-vous de violence extrême à l'encontre de ces jeunes. Quid donc du coup de l'excuse de minorité? C'est vrai que ça se pose la question de savoir entre un jeune de 11-12 ans et un jeune de 17 ans. Est-ce que pour vous, vous faites une différence, docteur? Attendez, je voudrais d'abord reprendre ce qui a été dit, parce que je pense tout à fait différemment. Le fait d'incarcérer un mineur, ce n'est pas le choc carcéral va exister, puisque jusqu'à présent c'était je fais ce que je veux, et tout d'un coup ce mode de fonctionnement ne marche plus. Mais les mineurs violents ne commencent souvent à penser que quand on les empêche d'agir, c'est-à-dire qu'il faut l'arrestation des actes pour qu'ils commencent à réfléchir sur eux, pour ceux qui en sont capables, à condition qu'on soit là pour les aider. Donc la théorie du tout répressif, voilà, je trouve que c'est faux. Et de plus, on a quand même l'exemple des Pays-Bas, où, avec des peines immédiates et courtes, on a une baisse de la délinquance de manière extrêmement importante, à tel point que les Pays-Bas ont vidé 20 prisons et les louent à la Norvège et à la Belgique, parce qu'ils sanctionnent et ils arrêtent les actes, je préfère ce terme, beaucoup plus rapidement. Je rappelle aussi une phrase de la juge Béatrice Brugère: l'école du crime, c'est avant la prison. L'école du crime, c'est d'abord dans la famille, c'est dans le quartier, mais c'est quand un sujet arrive déjà à un niveau de violence physique, c'est que l'école du crime a eu lieu. D'accord. Alors, bon, on a très peu de temps. Comme il faut parler absolument quand même des propositions de loi et la comparution immédiate notamment, j'aimerais un petit mot là-dessus, parce que c'est ce laps de temps qui pose aussi problème.
Une petite réaction. Le code de justice pénale des mineurs permet de juger à bref délai. C'est combien, bref délai? C'est quoi? C'est en 10 jours, vous avez une audience qui va intervenir. Donc, en 10 jours, le jeune peut récidiver 10 fois. Mais alors à ce moment-là, s'il constitue une menace, il est susceptible de pouvoir être placé en détention provisoire. Bon, donc, à bref délai, et le tribunal peut très bien, le juge des enfants peut très bien décider de le juger en audience unique, dès à présent. Et la proposition de loi, là, qui est quand même assez terrible, c'est qu'elle calque le système de la comparution immédiate sur celle des majeurs, où le majeur, il doit accepter d'être jugé immédiatement. Quel est le degré de capacité de discernement et d'acceptation d'un mineur? C'est pas la même chose. Le mineur est un incapable, par définition. Et deuxième chose, c'est que dans la comparution immédiate pour les majeurs, il a la possibilité de demander un délai pour préparer sa défense. Dans la proposition de loi, il n'y a pas de délai. Et pourquoi il n'y a pas de délai? Mais parce que la proposition de loi ne l'a pas imaginé. Ce qui veut donc dire que si le parquet décide de saisir le juge des enfants ou le tribunal pour enfants pour des faits qui seraient d'une particulière gravité en comparution immédiate, c'est où tu acceptes, ou tu refuses, et tu n'as pas de délai pour préparer ta défense. Nous sommes en Donc ça veut dire presque pas de défense, en fait. Donc pas de défense, pas de possibilité, le cas échéant, d'avoir un recueil de renseignements socio-éducatifs, ou ce qu'on appelle maintenant une note de situation, et ça concernerait des mineurs qui sont déjà suivis, et donc on se satisferait de quelque chose qui va très vite et qui n'est pas dans l'intérêt d'une parfaite adéquation. Et je rappelle que tout de même, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 29 août 2002, a créé comme un principe fondamental des lois de la République le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale et le principe de la spécialisation des juridictions pour mineurs. Et c'est sur cette base-là qu'en 2011, le tribunal correctionnel pour mineurs a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et là, on est en train de calquer un système qui est fait pour les majeurs sur les mineurs, alors qu'une fois encore, nous avons tous les outils législatifs pour pouvoir juger à bref délai et mettre hors d'état de nuire ou de troubler l'ordre public, voire de récidiver, avec les outils tels qu'ils résultent du Code de justice pénale des mineurs. Je suis navré de le dire. C'est une proposition de loi qui, à mon sens, est faite dans un but d'affichage et de réponse à une certaine partie de l'hémicycle, peut-être électorale, pour venir dire « Regardez, je suis ferme sur les bancs de l'hémicycle, et comme ça, vous allez pouvoir voter mon budget. » Vous avez un mot de conclusion, docteur Maurice Berger. Une réaction à ce qui vient d'être dit, bien sûr. Je pense que, bon, c'est pas un point de détail, mais c'est dans la loi. Cette loi, c'est un premier pas. Ce sont des petits pas. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et la comparution immédiate, dans le texte de la loi, si un mineur demande 10 jours pour préparer sa défense avec son avocat, il l'a. Et il a nécessité, lorsqu'il y a une comparution immédiate, qu'il y ait une décision rapidement, parce que s'il y a un écart pour les mineurs violents, je répète que c'est eux dont je m'occupe, un écart entre la comparution et la décision qui va être prise par le juge, le mineur ne comprend pas. C'est-à-dire comparution, et il faut qu'il y ait très vite après une décision. Sinon, pour lui, ça perd tout sens s'il y a, comme c'est le cas actuellement, 6 ou 8 mois. Je rappelle que pour les majeurs, ils ont un délai qui peut être de 2 à 6 semaines, voire de 2 à 4 mois. Donc, ce qui veut dire que les majeurs peuvent avoir un délai pour préparer leur défense beaucoup plus important que celui qui est prévu par la loi, qui est limité effectivement à 10 jours. Si on se satisfait de prévoir un dispositif législatif moins favorable pour les mineurs que pour les majeurs, moi, c'est pas ma tasse de thé. Le débat continue et surtout, elle sera débattue à l'Assemblée le 12 février. Et donc, on pourra, si vous le voulez bien, tous les deux, se reparler juste après cela pour voir les évolutions et surtout ce qu'on peut faire pour notre société et nos jeunes. Merci mille fois d'avoir participé l'un comme l'autre au Grand JT. Docteur Maurice Berger, merci. Je rappelle donc Mineurs violents, état inconsistant, paru aux éditions L'Artilleur. Et Arnaud Sarimi, merci beaucoup maître d'avoir été avec nous. Pareil, avocat spécialisé en droit des mineurs. On marque une courte pause dans le Grand JT, on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge,
Il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques. C'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jean-Baptiste Andréani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'IFA Paris. L'IFA qui est l'école internationale de mode, une école connue, une école reconnue et qui a mené une étude inédite pour savoir quelles sont les habitudes de consommation de la mode, de vision de la mode, de regard sur la mode par ce qu'on appelle la génération Z. Décrypter les habitudes de consommation. Pourquoi avoir voulu faire cette enquête? On a fait ça parce que c'était dans le cadre d'un salon qui s'appelle Avantex. Donc Avantex est un salon professionnel qui se focalise sur les textiles, l'innovation textile en particulier, et surtout la durabilité. On est partenaire de ce salon depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et donc on collabore fréquemment avec eux sur des tables rondes, des événements. Et là, ils nous ont demandé de faire cette étude auprès de nos étudiants qui était très intéressante en termes de résultats. Alors, quelle est la première chose qui vous a frappé lorsque vous avez fait cette étude et que vous avez eu les résultats? J'avais toujours un doute par rapport à la génération Z, parce que je me disais, est-ce qu'ils sont vraiment si durables que ça? Parce qu'on dit toujours que c'est... Durable, si engagé en fait, si engagé sur le côté écologique, environnemental, c'est ça? Tout à fait, parce qu'on dit toujours que c'est une génération connectée et qu'ils font très attention à l'environnement. Et bon, moi j'avais quand même des petits doutes en tant que génération X, voilà. Donc ça a été confirmé effectivement qu'ils sont véritablement engagés. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer, s'orienter, parce qu'on le voit avec beaucoup de marques, vers une mode qui serait une mode ce qu'on appelle joliment du vintage, mais en fait cette mode qui est donc de la réutilisation de vêtements donc déjà portés en fait, pour le dire autrement. Oui, parce qu'en plus, donc on a eu 146 réponses sur notre population étudiante. Plus du tiers dit faire ses achats dans des magasins vintage ou alors des sites de seconde main. Donc ce qui est quand même conséquent. Oui, donc c'est à la fois une question budgétaire, on l'imagine, parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit dans une période très prospère en ce moment. Donc forcément, ça doit jouer aussi pour cette génération-là. Mais aussi, c'est avant tout, et c'est ce que relève l'étude, d'après ce que j'ai lu, vraiment une question d'engagement, d'éthique en fait. Oui, tout à fait. Et ça se retranscrit aussi dans d'autres questions et d'autres résultats. Par exemple, la durée de vie, entre guillemets, des produits qu'ils achètent. Il y a 80% d'entre eux qui disent garder des vêtements pendant 3 ans et plus. Donc, ce qui est quand même assez inhabituel
pour la génération Z, puisque ils sont toujours au fait des dernières tendances, ils veulent toujours être à la mode. Donc ça me paraissait très intéressant. Et puis aussi, il y avait une question où on leur demandait de nous donner des exemples de marques qui, à leurs yeux, paraissent engagées. Alors, je ne sais pas si je peux vous dire. Vous pouvez en citer plus de 3. S'il y en a plus de 3, ça marche. C'est parfait. Donc, il y avait Veja. Ouais. Il y avait surtout, tout à fait. Ouais. Il y avait Marine Serre, Patagonia, Stella McCartney. Donc pour nous, c'est quand même très intéressant parce que c'est des marques qui ont toujours été très transparentes sur leur stratégie en termes de durabilité, on va dire, oui. de réduction d'impact. Et ce qui veut dire que finalement, ces marques ont une communication qui est vue comme étant vraiment honnête. Auprès de cette génération, parce qu'on parle beaucoup de greenwashing et de marques qui ont un petit peu des effets d'annonce, et là on voit que vraiment ça fonctionne. Et peut-être que pour ceux qui nous regardent, on peut réexpliquer à quel point être durable c'est engageant à la fois en termes des matières utilisées, mais la manière dont c'est fabriqué, des voyages qui sont faits, enfin oui, il y a beaucoup de choses sur l'impact. Il y a énormément de choses, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'optimisation des ressources environnementales. Donc on a tendance à calculer ce qu'on appelle le carbon footprint, l'empreinte carbone d'un produit, mais il n'y a pas que ça. Parce que quand on parle de durabilité, on parle aussi des notions de diversité, d'inclusivité, de communauté. Et ce qui est par exemple aussi ressorti dans l'étude est que nos étudiants font énormément attention au respect des travailleurs. Donc pour eux, une marque qui est durable et qui est engagée, c'est forcément une marque qui a un comportement éthique et qui traite bien ses travailleurs. Alors, on sait qu'on peut être éthique et traiter bien ses travailleurs tout en faisant des prix raisonnables, mais malheureusement, souvent, ça a un coût, forcément, qui est répercuté sur ces marques-là. Est-ce qu'ils sont prêts, avec l'honnêteté qu'on leur prête, est-ce qu'ils sont prêts aussi à payer un peu plus, du coup ? Je dirais pas pour l'instant. Et c'est pour ça qu'ils sont très honnêtes. Parce que l'une des barrières, apparemment d'après l'étude, qui ne leur permet pas d'être entièrement durables et d'avoir accès à ces marques qu'ils admirent ou qu'ils considèrent très engagées, est justement le budget. Voilà. Je pense qu'au-delà du budget, il y a aussi une notion de désirabilité. Dont on ne parle pas trop souvent finalement, et il y a toujours un petit peu cette tension en fait entre une marque qui est durable et qui finalement n'est pas considérée comme désirable, et puis une marque qui est plutôt tendance et qui est relayée sur les réseaux sociaux, et une marque avec des produits qui finalement sont peu chers et abordables. Donc il y a cette tension finalement au niveau du processus de consommation, en particulier pour nos étudiants. Et quand je vous dis qu'ils ne sont pas prêts, c'est pas qu'ils ne sont pas assez mûrs pour faire ce choix, mais peut-être ils ne sont pas assez loin dans leur carrière pour avoir le pouvoir d'achat suffisant qui leur permettrait de dire, ben voilà, moi je vais être entièrement durable et je vais consacrer mon pouvoir d'achat à ces marques en particulier. Lorsqu'on parle de mode, évidemment, il y a tous les prix, toutes les possibilités. On venait de citer plusieurs marques très connues. Si je retiens juste, par exemple, c'est la McCartney ou Veja. C'est vrai que ce sont déjà des prix qui sont tout à fait. assez conséquents. Peut-être que les jeunes n'ont pas forcément accès. Si on revient à des prix peut-être un peu plus bas sur des vêtements du quotidien, si je puis dire, est-ce que, pareil, on est vraiment sur le déclin de la fast fashion ou est-ce qu'on a encore, malheureusement, un peu là-dedans? Je dis malheureusement, je m'engage en le disant, mais voilà. Mais c'est un peu d'actualité aujourd'hui, puisqu'il y avait beaucoup de news aujourd'hui concernant une marque d'hyper fast fashion chinoise. Voilà. Je pense que vous avez tous compris. Marc, on a déjà dit 3 marques, on peut le dire. Ça y est. Shine. Voilà. Voilà. Je ne pense pas qu'on est à la fin de la fast fashion. Et puis, dernièrement, justement, je faisais une table ronde à Who's Next, qui est un autre salon aussi, prêt à porter. Et je trouve qu'on a vraiment tendance à réduire la fast fashion à ces quelques marques en oubliant qu'il y a aussi des marques de luxe
qui ont des pratiques qui ne sont pas du tout durables. Je vous donne un exemple. Il me semble que c'était en novembre dernier, quand on a découvert les sweatshops de luxe en Italie. Donc deux marques très connues, une française, une italienne, Dior et Armani. Ouais. Et donc la police italienne, la police des douanes est allée faire une inspection. Et donc les personnes qui travaillaient dans ce sweatshop pour marque de luxe étaient principalement des personnes qui venaient d'Asie, qui étaient là de manière non officielle, donc illégale, traitée pas forcément de la bonne manière, tout à fait, avec des horaires qui n'étaient pas respectés, absolument, dans des conditions compliquées aussi. Tout ça, on le sait ou pas? C'est une enquête réelle? Ah oui. C'est une supputation? Ah non, tout ça on le sait. Il y a eu des articles là-dessus et qui donc produisaient des sacs pour Dior à un coût de 56 €, alors que ces sacs sont vendus à plus de 4 000 €. Donc si vous voulez, si on dit est-ce que pas des copies, ce ne sont pas des copieurs. Non, ce ne sont pas du tout des copies. C'est vraiment de la marque Dior. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, ça, on est dans l'ultra luxe, effectivement, et ça touche malheureusement ou heureusement peu la génération Z, qui quand même est une génération assez jeune, qui n'a pas forcément ce pouvoir d'achat-là. Mais en tout cas, ils ont effectivement des aspirations sur ces marques de luxe. On voit bien. Les réseaux sociaux jouent beaucoup sur la mode, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça fait partie aussi de la culture. La mode, il faut aussi le rappeler, parce que pour certains, souvent, on le détache, et non, ça fait partie de la culture. Et il ne se fait que dire Coco Chanel ou Yves Saint Laurent, et déjà, ça parle. Un petit mot sur la quantité versus la qualité. Peut-être qu'on est aussi dans une génération qui a besoin peut-être de se défaire de ce côté. J'ai 25 sweatshirts justement et je préférais privilégier le côté engagé. Oui, ça ressort d'ailleurs dans l'étude, la qualité étant je dirais la composante principale dans les achats de cette nouvelle génération. Et après, voilà, je vous parlais de tension tout à l'heure pour expliquer le terme de durabilité. Mais là, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on dit aux consommateurs consommer moins, consommer mieux, mais de l'autre côté, on a une industrie ou une filière qui est vraiment basée sur le volume de production, puisque plus on produit, plus on augmente notre chiffre d'affaires, et plus on augmente notre chiffre d'affaires, plus on a de chances de bien rémunérer les actionnaires à la fin. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un équilibre qui se mette en place et il faut qu'on choisisse finalement. On est au carrefour des pensées, c'est-à-dire que d'un côté, on continue de consommer Shein à mort et c'est la marque préférée des jeunes, et de l'autre côté, on a une aspiration pour effectivement l'engagement, le développement durable, pour des marques de qualité, et pour aussi des compositions de qualité, c'est-à-dire pour privilégier effectivement le coton, pour privilégier certaines matières, bien sûr. Oui, tout à fait, des matières out. Alors si c'est du synthétique recyclé, pourquoi pas. Après maintenant il y a du cuir qu'on fait pousser dans des laboratoires en utilisant des techniques de splicing ADN. Donc il y a vraiment énormément d'alternatives. Mais voilà, effectivement, il faut que les marques se mettent à les utiliser. Et en fait, j'ai l'impression que pendant une période de crise, finalement, avant, quand on avait une période de crise, on savait que les premiers budgets qui étaient coupés en général étaient les budgets marketing. Maintenant, j'ai un petit peu l'impression que les premiers budgets qui sont coupés finalement sont les budgets RSE de ces marques. Comme quoi. Merci beaucoup d'être venu nous parler, Jean-Baptiste Andréani, et bien à la fois de l'IFA, l'École internationale de mode, qui est à Paris, et aussi d'Avantex et de cette collaboration que vous avez fait avec ce salon. Merci mille fois. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Les jeunes générations, justement, est-ce que, selon vous, elles doivent être formées à choisir entre progrès technologique et sobriété? Alors, la question des choix, elle va être clé parce qu'on dit, on entend beaucoup, il va falloir les former sur l'esprit critique. Et c'est vrai, par rapport à l'IA, par rapport aux différents chocs, aux manières différentes de faire. Ce qui est compliqué, c'est qu'il va falloir aussi faire des choix sur ce qu'on leur apprend. L'école, on le sait, en France, a beaucoup d'heures. C'est si ce n'est l'école la plus, en termes de nombre d'heures, la plus volumineuse dans l'OCDE. Et donc, on ne pourra pas juste ajouter des nouvelles couches d'esprit critique, créativité, etc. Et donc, la vraie question qui est face
politiquement, et c'est pour ça aussi qu'on a fait l'étude, pour donner les choix, parce qu'il n'y a pas de réponse dans cette étude-là, c'est est-ce qu'on arrête d'apprendre certaines choses, des savoirs plus classiques, pour apprendre ces nouveaux éléments? Est-ce qu'on apprend le codage? Voilà. Qu'est-ce qu'on leur apprend demain pour qu'ils soient armés à ce monde-là? Et en même temps, comme vous le disiez, parce que la technologie, c'est pas l'alpha et l'oméga, si tout à coup on est dans quelque chose qui sera moins technologique, comment ils perdent pas aussi complètement leur indépendance? En termes de chorégraphie, de synchronisation, c'est un peu comme au patinage, il y a des juges et c'est du coup dans la pratique, à l'appréciation des juges, comment ça se passe? Dans la pratique amateur, c'est la liberté complète, c'est le but d'ailleurs de cette discipline, c'était vraiment le vol libre. Liberté, quoi. Traduit, on s'en rend compte très vite. Et bien sûr, on a voulu créer une compétition, donc au début, c'était un petit peu l'héritage du vol à 4, on essayait de faire des figures le plus vite possible, et on s'est rendu compte que non, il fallait vraiment que ça reste artistique. Donc aujourd'hui, une compétition, ça se déroule en 7 sauts. Vous avez 5 fois l'opportunité de répéter votre création libre, donc le saut que vous allez créer avec votre équipe, et votre couleur, votre style de vol, et il y a 2 sauts d'imposés qui sont placés des moments. Comme au patinage un petit peu là. Tu vois beaucoup, hein. De toute façon, on s'inspire tous les uns des autres. Donc voilà, le saut numéro 2 et le saut numéro 5, c'est assez charnière d'ailleurs dans la compétition. C'est les sauts d'imposés, et ce sera le rendez-vous pour voir quelle est vraiment l'équipe la plus entraînée et la plus forte. Vous dites que l'ambition de votre livre, c'est aussi d'abolir la hiérarchie historiquement construite par Platon et Kant entre philosophie et littérature. Oui, il y a quelque chose qui s'est construit comme 2 disciplines radicalement, pas radicalement différentes, mais quand même différentes. Déjà hiérarchisé, la philo, c'est un peu au-dessus. C'est au-dessus. Voilà. C'est au-dessus, puis la littérature, il y a quelque chose de sensible, de presque trop sensible. Il y a une phrase de Kant qui est extraordinaire, où il dit « il faut que je lise Rousseau, jusqu'à ce que la beauté du texte disparaisse, et enfin je peux saisir sa pensée ». Comme s'il fallait que ce soit moche pour bien penser. Ou alors, vous savez, cette espèce de tradition qu'on retrouve un peu dans la dissertation, où c'est carré. Oui, il y a l'idée que la philo, c'est la raison. Que la littérature, c'est pour les passions, donc c'est quand même un peu moins bien les passions. Il y a un peu ça, même si c'est peut-être un peu caricatural, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de la philosophie, Platon, le premier qui dénonce les poètes, il se sert des mythes. Et en fait, il y a plein de fictions. C'est pas seulement la littérature en tant que récit, narration, etc., mais c'est aussi des expériences de pensée. Quand Descartes, il invente il dit « imaginons un malin génie qui… » Voilà. Et donc, en fait, la philosophie, c'est toujours appuyé aussi sur le monde de la fiction. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, la fiction, elle a aussi pour fonction de nous faire réfléchir. L'étude suggère aussi, et sur cette question d'éducation, que la gamification des savoirs pourrait motiver les jeunes, renforcer leur engagement aussi, ça c'est important. Selon vous, à quoi ressemble justement l'école du futur? Vous êtes dans cette émission, ça ressemble à quoi l'école de demain? Alors c'est quelque chose qu'on a creusé dans l'étude. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'école, mais aussi la formation continue dans toute la vie, puisqu'on va devoir de toute façon changer tous de carrière, apprendre des nouvelles compétences. Et donc c'est plus l'école d'aujourd'hui, c'est une école qui doit être beaucoup moins... Et c'est aussi là aussi des choix, mais nous ce qu'on propose dans l'étude, peut-être moins théorique, beaucoup plus expérientiel, beaucoup plus ludique, où on fait, parce que les études les plus récentes montrent à quel point on retient mieux un savoir quand on l'expérimente que quand on est assis dans une classe à le recevoir. Et donc c'est quelque chose beaucoup plus sur le jeu, sur le ludique, sur des simulations temps réel, et c'est là aussi que la technologie peut apporter des choses. L'idée c'est pas que tout le monde soit avec un casque de réalité virtuelle à tester des choses, mais... Peut-être qu'on peut individualiser les parcours. L'IA peut nous aider aussi à créer des exercices sur mesure pour chaque enfant, qui ensuite fera peut-être en papier si on ne veut pas qu'il soit face à de la technologie. Mais en tout cas, ça peut vraiment aider les professeurs pour les augmenter, même si on ne met pas forcément la technologie directement face à l'enfant. Greg, vous me disiez en off que vous aviez une petite anecdote avec... Ah oui, je suis obligé d'en profiter. Déjà, Mathéo, en live, bravo. C'est incroyable ce parcours exceptionnel. Et ouais, la petite anecdote, c'est que justement, son père m'a fait venir un jour pour lui montrer les imposés de Freefly. Donc c'est à l'époque où il projetait de faire justement aussi du Freefly, parce que le titre qu'il a remporté, c'est ça, c'est Freefly pour l'instant. Et donc normalement, il faut plusieurs mois, encore une fois, pour comprendre la difficulté de chacun de ces figures. Elles sont très difficiles. Il y a 4 figures dans chacun des 2 imposés, donc il y a 8 univers complets à maîtriser. C'est vraiment, chaque figure est indépendante et compliquée. Et voilà,
Normalement, il faut des mois et des mois pour les maîtriser. Et avec, moi, je jouais le rôle d'un des performeurs pour lui faire gagner du temps, et j'ai pris le temps de lui expliquer, bien sûr, les contraintes et les astuces. Entre champions, on essaie de se faire gagner du temps, et lui, il a mis 2 jours pour maîtriser ces 8 figures. Donc, c'était définitivement, moi, il est vif. Ouais, je me suis dit, c'est bon, il a des outils qu'on n'a pas eu nous, et il est vraiment fort, et ça va cartonner. Et puis la preuve, aujourd'hui, il a tout cassé. Bravo. Edwige, un autre enjeu de votre ouvrage, c'est de dire que l'enseignement de la philo a un peu perdu de son lustre aujourd'hui et que si on veut le sauver, il faut une initiation précoce. Et qu'en fait, la démocratisation de l'enseignement de la philo, elle passe par le fait de commencer à philosopher le plus tôt possible. Ouais, tout ce qui est difficile demande du temps. En fait, et c'est vrai que c'est difficile. Et c'est difficile, la philo. Les questions sont difficiles. Déjà, ces questions-là, elles sont intemporelles, elles sont universelles. Donc, de fait, une question philosophique, puisque la science, les sciences dures, ne peuvent pas y répondre de façon définitive. Faut-il toujours dire la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Les questions sont éminemment difficiles et problématiques. Les auteurs de la tradition sont éminemment difficiles. Spinoza, Hegel, Kant, c'est très difficile. Les exercices de la dissertation et du commentaire, c'est difficile. Or, il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a une très grande exigence, et moi je suis d'accord pour qu'on reste exigeant, mais par contre, on donne 6 mois aux enfants, aux élèves, pour répondre à ces exigences-là. En fait, en gros, c'est mission impossible. Donc l'idée, c'est de commencer... 6 mois, c'est les 2 trimestres de l'année terminale. On dit une année, mais en fait, on commence en septembre, et puis on passe les épreuves du bac en juin. Et puis on enlève les vacances, tout ça, mais donc, en fait, c'est un peu une mission impossible et c'est vraiment dommage. Donc, l'idée, c'est comme toutes les autres disciplines, de prendre le temps, progressivement, pour apprendre à tous. Et il y a un enjeu de démocratisation, parce qu'il ne faut pas oublier que la philo, en France, en tout cas, c'est les terminales, des lycées généraux et technologiques, mais pas professionnels. Ce qui fait que tous les enfants... C'est une vieille revendication d'un certain nombre d'associations d'enseignantes et d'enseignants, d'ailleurs. Tous ceux qui arrêtent à 16 ans, tous ceux qui vont dans l'orientation professionnelle, ça veut dire qu'ils n'ont même pas accès à cette seule année d'enseignement de la philosophie qui elle-même, on le voit bien, presque mission impossible pour que les élèves y trouvent du sens. Donc l'idée de la démocratisation de l'accès à la discipline, ça passe par un enseignement beaucoup plus précoce. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Shirley pour cette actualité. On vous retrouve bientôt sur le Grand JT, je l'imagine. Et voilà, à demain Shirley. J'espère que l'ensemble de la régie sera là aussi. À la réalisation ce soir, c'est Romain Luc, au son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très bonne soirée, ciao.